Dans ce discours, nous allons plonger au cœur de la sagesse intemporelle des grands stratèges de l'histoire. Imaginez un instant, et si vous pouviez naviguer à travers les défis de la vie avec la précision d'un maître d'échecs, anticipant chaque mouvement, déjouant les pièges avant même qu'ils ne se referment? Que ce soit pour conquérir vos objectifs les plus ambitieux, affronter les obstacles imprévus ou transformer vos relations, il existe des principes universels qui transcendent le temps et les cultures, et qui vous permettront de transformer chaque situation en opportunité. Ces leçons, inspirées des principes de l'art de la guerre, vous enseignent l'importance de la ruse, de la maîtrise de soi et de la stratégie. Elles ne se contentent pas de vous préparer au combat, elles vous montrent comment éviter le combat lorsque cela est possible, comment gagner avant même que la bataille ne commence, et surtout, comment sortir victorieux sans avoir à sacrifier votre tranquillité d'esprit. Dans un monde où tout s'accélère, où les incertitudes se multiplient et où les épreuves sont souvent inévitables, il est essentiel de comprendre que la véritable force ne se trouve pas uniquement dans la puissance brute, mais dans la capacité à agir avec subtilité et intelligence. Les grands stratèges savaient que pour vaincre, il fallait avant tout se connaître soi-même. Car le véritable ennemi n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois, il se cache à l'intérieur de nous, dans nos doutes, nos peurs et nos habitudes limitantes. C'est en apprenant à reconnaître et à maîtriser ces forces intérieures que nous pouvons espérer atteindre le succès dans tous les aspects de notre vie. À travers cette vidéo, nous allons explorer des enseignements qui ne sont pas de simples conseils, mais de véritables révélations sur la façon d'approcher les défis du quotidien. Il ne s'agit pas seulement de triompher sur les autres, mais de comprendre que la victoire la plus précieuse est celle que l'on remporte sur soi-même. Les principes que nous allons découvrir ne sont pas seulement applicables aux champs de bataille des anciens temps, mais aux batailles modernes que nous menons chaque jour. Qu'il s'agisse de surmonter une situation difficile, de négocier une affaire délicate, ou simplement de trouver la paix intérieure. Restez avec nous, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait bien changer votre façon de voir le monde et d'agir face aux défis. Ne bougez pas, car ce voyage à travers la sagesse des maîtres de la stratégie pourrait être le premier pas vers une évolution personnelle que vous n'auriez jamais imaginée. Bienvenue sur Sagesse en évolution, où nous vous guiderons vers un chemin de maîtrise et de succès à travers les enseignements intemporels de l'histoire. 1. La force dans l'apparence. La première règle fondamentale de la stratégie repose sur l'art de la dissimulation et de la subtilité. Apparais faible quand tu es fort et fort quand tu es faible. Ce principe, bien plus qu'une simple manœuvre trompeuse, est une approche complexe qui s'applique non seulement à la guerre, mais aussi à la vie quotidienne. Dans chaque interaction, chaque situation difficile ou défi, la façon dont vous présentez vos forces et vos faiblesses peut faire toute la différence. Il ne s'agit pas de mentir ou de manipuler, mais de jouer avec les perceptions pour influencer l'attitude et les décisions de ceux qui vous entourent. Pour comprendre l'importance de cette idée, il suffit de penser aux nombreux exemples de la vie où les apparences ont pu tromper les attentes, parfois avec des résultats spectaculaires. Prenons le cas d'un négociateur expérimenté. Lorsqu'il entre dans une salle de réunion, il pourrait choisir de montrer une position de force immédiate, en affichant clairement ses exigences et ses attentes. Cependant, il se mettrait alors dans une situation de confrontation directe, où les deux parties savent exactement à quoi s'en tenir, et où les concessions risquent d'être plus difficiles à obtenir. En adoptant une approche plus subtile, en apparaissant prêt à faire des compromis, ou même en sous-évaluant légèrement ses propres positions, il pourrait inciter l'autre partie à se détendre et à baisser sa garde. Une fois que l'autre côté pense avoir l'avantage, c'est à ce moment-là que le négociateur pourrait soudainement renforcer sa position et frapper avec des arguments ou des propositions inattendues, obtenant ainsi des résultats plus favorables. Dans la vie de tous les jours, cette règle peut aussi être observée dans les relations interpersonnelles. Imaginons un athlète qui participe à une compétition. Montrer sa fatigue ou son stress à ses adversaires pourrait être perçu comme un signe de faiblesse, et l'encouragerait à baisser ses propres attentes. Cependant, il pourrait volontairement laisser transparaître quelques signes de faiblesse pendant les phases préliminaires, incitant ainsi ses concurrents à le sous-estimer. Puis,
Au moment décisif, il pourrait révéler sa véritable force et surprendre tout le monde. De nombreux champions sportifs utilisent cette tactique pour détourner l'attention et prendre l'avantage lorsque leurs adversaires sont le moins préparés à réagir. Le stoïcisme, une philosophie de vie ancrée dans l'autodiscipline et le contrôle de soi, s'aligne parfaitement avec ce principe de stratégie. Pour les stoïciens, il est essentiel de ne pas révéler ses émotions ou ses intentions profondes au monde extérieur. Cela ne signifie pas qu'il faut les ignorer ou les réprimer, mais plutôt les maîtriser de manière à ce qu'elles ne trahissent pas votre état intérieur. Un stoïcien n'abandonnera pas sa paix intérieure aux circonstances extérieures ou au jugement d'autrui. En se montrant calme et impassible face à l'adversité, même s'il ressent de l'inquiétude ou du stress, il incarne ce principe d'apparaître fort même dans ces moments de vulnérabilité. C'est également une leçon importante pour le leadership. Un dirigeant ne doit pas nécessairement révéler toutes les difficultés auxquelles il fait face à son équipe, surtout lorsque la situation est critique. Si le leader montre constamment ses doutes ou ses craintes, cela pourrait affaiblir le moral de l'équipe et la confiance des autres. En revanche, en affichant une attitude sereine et résolue, il inspire ses collaborateurs, les incite à rester confiants et concentrés sur les objectifs. Cela ne signifie pas qu'il faut cacher toute la vérité, mais qu'il est parfois préférable de montrer seulement ce qui renforcera la détermination collective. Il est aussi important de noter que cette stratégie ne s'applique pas seulement au moment où l'on cherche à obtenir un avantage immédiat. Elle est également valable dans les périodes de préparation. Dans le cadre de la formation ou de l'apprentissage, par exemple, il est souvent plus sage de ne pas dévoiler toutes ses compétences dès le départ. Si un étudiant ou un apprenti se montre trop confiant, il pourrait attirer plus de critiques ou de jalousie que de soutien. En affichant un profil plus humble et en se concentrant sur l'amélioration discrète de ses compétences, il pourrait non seulement éviter les conflits, mais aussi surprendre agréablement lorsqu'il révèle enfin l'étendue de ses capacités. Cela favorise une croissance personnelle plus durable et renforce l'esprit de résilience. Ce principe peut également être vu dans le monde des affaires et de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur qui souhaite lancer un nouveau produit ou un service innovant pourrait choisir de garder un profil bas pendant le développement, afin de ne pas attirer l'attention de la concurrence avant d'être prêt à se lancer. En apparaissant moins ambitieux ou en adoptant une approche plus modeste, il gagne du temps pour perfectionner son produit et le lancer avec un impact maximal, prenant les concurrents de court. Cette approche permet de garder une longueur d'avance et d'éviter d'être pris au dépourvu par des stratégies concurrentielles inattendues. En même temps, il est essentiel de comprendre que masquer ses forces ou ses faiblesses ne signifie pas être malhonnête ou dissimuler la vérité de manière irresponsable. Il s'agit plutôt de choisir avec discernement les moments où il est approprié de révéler certaines informations et quand il vaut mieux les garder pour soi. Ce discernement, les stoïciens l'appellent la phroneusie ou la sagesse pratique. Cette qualité consiste à savoir ce qui est bien ou mal à faire dans chaque circonstance particulière et à agir en conséquence pour optimiser ses chances de succès tout en restant fidèle à ses principes. Il est clair que le principe d'apparaître fort quand on est faible et faible quand on est fort est bien plus qu'une simple ruse militaire. C'est une philosophie de vie, un art de la dissimulation et de l'autodiscipline qui peut être appliqué dans presque tous les aspects de notre existence. Qu'il s'agisse de relations personnelles, de négociations, de compétition ou même d'affaires, ce principe nous invite à être maîtres de nos perceptions et à contrôler la manière dont nous nous présentons aux autres. Cela exige une grande sagesse et un fort sens de l'observation, mais les bénéfices sont immenses pour ceux qui parviennent à l'appliquer correctement. 2. Connaître son ennemi et soi-même. La deuxième règle de la stratégie, si tu connais l'ennemi et si tu te connais toi-même, tu n'as pas à craindre les résultats de 100 batailles, souligne l'importance de la connaissance à deux niveaux. La compréhension intime de soi et l'observation attentive de l'autre. Ce principe va bien au-delà du champ de bataille. Il s'applique à la vie quotidienne, aux affaires, aux relations personnelles et à la gestion des défis de toute nature. En fait, il constitue le fondement même de la sagesse stratégique,
car c'est en connaissant ses propres forces et faiblesses, tout autant que celles de ses adversaires ou des situations auxquelles on est confronté, que l'on peut réellement influencer l'issue d'une confrontation ou d'une négociation. Pour comprendre pleinement ce principe, commençons par l'élément le plus fondamental, se connaître soi-même. La connaissance de soi implique une introspection honnête et parfois inconfortable. Il s'agit de reconnaître ses capacités et ses compétences, mais aussi d'accepter ses limites, ses peurs et ses incertitudes. Pour un stoïcien, cette démarche d'introspection est une pratique quotidienne. Le stoïcisme enseigne que nous devons examiner nos pensées, nos émotions et nos comportements, afin de mieux comprendre ce qui nous pousse à agir et de corriger nos faiblesses. C'est seulement en reconnaissant nos défauts que nous pouvons les améliorer. Par exemple, si une personne est sujette à la colère, elle doit être consciente de cette tendance et apprendre à contrôler ses émotions dans des situations de stress ou de conflit, afin de ne pas laisser la colère influencer ses décisions. Ainsi, la maîtrise de soi devient un outil de force, car elle permet de maintenir la clarté d'esprit même dans les moments les plus difficiles. En parallèle, il est tout aussi crucial de connaître son ennemi, qu'il s'agisse d'une personne, d'un problème ou d'une situation. Cela signifie comprendre ses motivations, ses points forts, ses faiblesses et ses vulnérabilités. Par exemple, dans le domaine des affaires, connaître ses concurrents permet de prévoir leurs mouvements, de détecter les failles dans leur stratégie et de tirer parti des opportunités avant qu'eux ne puissent le faire. Supposons qu'une entreprise découvre que son principal concurrent se concentre sur le développement d'un nouveau produit. En étudiant les tendances du marché et les antécédents du concurrent, elle peut anticiper les prochaines étapes de ce dernier et ajuster ses propres stratégies en conséquence. Une telle prévoyance offre un avantage stratégique indéniable, car elle permet d'adopter des mesures préventives ou d'exploiter les moments de vulnérabilité de l'adversaire. Mais il ne s'agit pas seulement de se préparer face aux autres. La véritable maîtrise stratégique réside dans la capacité à anticiper les résultats possibles d'une situation en fonction de la connaissance que l'on a de soi et des autres. Cette approche s'applique à toutes les formes de compétition et de défis. Prenons un exemple sportif. Un joueur de tennis professionnel ne se contente pas de travailler sur ses propres compétences. Il étudie également les styles de jeu de ses adversaires. En connaissant les forces et les faiblesses de ses rivaux, il peut élaborer une stratégie pour exploiter les faiblesses de l'adversaire, tout en mettant en avant ses propres points forts. Ainsi, il augmente ses chances de succès en étant mieux préparé que son adversaire. De même, dans le domaine de la négociation, connaître les besoins, les priorités et les limites de la partie adverse permet de structurer une offre plus convaincante ou de mieux résister aux pressions. La connaissance de soi et des autres est également précieuse dans les relations personnelles. Connaître ses propres attentes, ses limites émotionnelles et ses besoins permet d'établir des relations plus saines et d'éviter les malentendus ou les déceptions. Par exemple, lorsqu'une personne est capable de reconnaître qu'elle a tendance à éviter les conflits, elle peut choisir d'affronter cette peur en communiquant plus ouvertement, plutôt que de laisser les problèmes s'accumuler. En parallèle, comprendre les motivations, les craintes ou les antécédents de ses proches permet de mieux les soutenir et de naviguer les situations difficiles avec plus d'empathie et de compréhension. La philosophie stoïcienne nous apprend également que les véritables batailles se jouent souvent à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous ignorons nos propres pensées et émotions, nous risquons de devenir les victimes de nos propres préjugés et impulsions. Le stoïcisme propose l'examen quotidien, une pratique visant à évaluer honnêtement ce qui s'est bien passé et ce qui aurait pu être amélioré. Cette auto-évaluation continue nous aide à cultiver la vertu de la sophia, ou sagesse, qui est la capacité à voir les choses comme elles sont réellement, sans être influencé par des perceptions déformées ou des émotions négatives. Cette clarté d'esprit nous permet d'approcher chaque défi avec un calme et une détermination qui augmentent considérablement nos chances de succès. Il est essentiel de noter que connaître l'autre ne signifie pas uniquement se préparer à un conflit ou à une compétition directe. Parfois, il s'agit de mieux comprendre les circonstances qui influencent nos choix. Par exemple, dans un contexte économique incertain,
Une entreprise qui connaît bien les tendances du marché et les comportements de ses clients pourra mieux naviguer dans les périodes de crise en adaptant ses stratégies pour répondre aux besoins émergents. Elle sera également en mesure d'anticiper les changements avant qu'ils ne se produisent, permettant ainsi de prendre des mesures proactives plutôt que de simplement réagir aux événements. La transition entre la connaissance de soi et la connaissance de l'autre est une danse délicate. L'un ne peut pas vraiment être efficace sans l'autre. En maîtrisant cet équilibre, nous devenons capables de manœuvrer avec précision, de saisir les opportunités et de nous défendre contre les menaces. C'est cette compréhension mutuelle qui permet de garder un coup d'avance, non seulement dans la bataille, mais dans tous les domaines de la vie. Il ne s'agit pas seulement de voir les choses telles qu'elles apparaissent, mais de percevoir ce qui est caché et d'anticiper ce qui pourrait se produire. En développant notre perspicacité et notre discernement, nous pouvons influencer les situations plutôt que de nous laisser influencer par elles. En conclusion de cette partie, il est évident que la maîtrise de soi et la compréhension de l'autre sont les deux faces d'une même pièce. Elles nous offrent le pouvoir de transformer nos faiblesses en force, nos ennemis en alliés et nos défis en opportunités. Connaître notre ennemi et nous connaître nous-mêmes, c'est préparer non seulement à réussir dans nos batailles extérieures, mais aussi à remporter les combats intérieurs les plus importants. 3. Saisir les opportunités dans le chaos. Le chaos, cet état de désordre et d'incertitude, est souvent perçu comme une force perturbatrice à éviter. Pourtant, pour ceux qui savent observer attentivement, il s'agit d'un véritable terreau fertile où les opportunités se multiplient. Les opportunités se multiplient à mesure qu'on les saisit est un principe qui souligne une vérité cruciale. Plus nous agissons pour exploiter les occasions, plus de nouvelles possibilités apparaissent. Ainsi, ce n'est pas seulement dans les moments de calme et de stabilité que nous pouvons faire des avancées significatives, mais aussi, et surtout, au milieu du tumulte. Les plus grands stratèges et leaders de l'histoire l'ont compris. Le chaos peut être un allié puissant pour ceux qui savent le transformer en avantage. Prenons un exemple historique célèbre, le cas de Napoléon Bonaparte. Lors de la bataille d'Austerlitz, il se trouvait dans une position précaire avec des forces inférieures en nombre par rapport aux armées alliées. Plutôt que de céder à la panique ou d'attendre passivement que la situation s'améliore, Napoléon a exploité le chaos ambiant pour tendre un piège à ses adversaires. Il a feint une faiblesse en retirant ses troupes d'une position stratégique, incitant l'ennemi à attaquer ce qu'il croyait être un point vulnérable. Mais en réalité, cette manœuvre a permis à Napoléon de les attirer dans une position désavantageuse, qu'il a ensuite exploitée pour remporter une victoire décisive. Ce moment d'incertitude, où tout semblait perdu, s'est révélé être l'occasion parfaite pour un stratège audacieux de transformer un risque en opportunité. Dans notre vie quotidienne, le chaos peut prendre différentes formes. Une crise économique, une rupture dans une relation, un changement de carrière inattendu ou une situation de stress personnel. Face à ces défis, la réaction naturelle est souvent de se retirer ou d'attendre que les choses se calment. Pourtant, c'est précisément dans ces moments où les choses semblent hors de contrôle que les opportunités les plus intéressantes peuvent surgir. Lorsque l'incertitude règne, la plupart des gens hésitent à agir, ce qui crée un espace pour ceux qui sont prêts à prendre des risques calculés. Une entreprise en difficulté peut, par exemple, profiter d'une crise économique pour restructurer ses opérations et acquérir de nouveaux talents, à un moment où ses concurrents sont immobilisés par la peur. Le chaos offre également l'avantage de réduire la visibilité. Dans les périodes de stabilité, les mouvements et les stratégies des individus et des organisations sont souvent prévisibles. Mais lorsque le désordre s'installe, les plans sont bouleversés, les priorités changent et les schémas habituels de comportement sont rompus. Cela permet à ceux qui savent s'adapter de surprendre les autres et de profiter de l'effet de surprise pour atteindre leurs objectifs. Dans le domaine du sport, par exemple, un joueur de football peut exploiter une défense désorganisée pour marquer un but décisif. Le chaos sur le terrain, loin d'être un obstacle, devient alors une opportunité pour faire la différence.
La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter le chaos comme une partie inévitable de l'existence. Les stoïciens croyaient fermement que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais seulement nos réactions à ces événements. Dans cet esprit, voir le chaos comme un terrain fertile pour les opportunités nous pousse à être proactifs plutôt que réactifs. C'est une invitation à embrasser l'incertitude, à faire preuve de courage et à chercher les occasions cachées derrière chaque difficulté. Lorsque tout semble hors de contrôle, ceux qui cultivent cette attitude stoïcienne ne se laissent pas emporter par la peur. Au contraire, ils restent calmes, évaluent la situation avec lucidité et identifient les moyens de tirer le meilleur parti de ce qui se présente. Un autre exemple concret se trouve dans le monde de l'entrepreneuriat. Prenons le cas de certaines grandes entreprises technologiques qui ont émergé lors de périodes de bouleversements économiques. Pendant la crise financière de 2008, de nombreuses entreprises ont fait faillite, mais certaines startups ont réussi à prospérer en innovant rapidement et en exploitant les nouvelles opportunités créées par la récession. Uber et Airbnb, par exemple, ont vu le jour à cette époque en répondant à des besoins émergents, des transports plus abordables et des hébergements flexibles. Ces entreprises n'ont pas seulement survécu au chaos économique, elles en ont tiré parti pour remodeler complètement leurs industries. Ce succès montre que ceux qui savent identifier et saisir les opportunités, même en période de désordre, peuvent non seulement surmonter les crises, mais en sortir plus forts et plus prospères. Il est important de souligner que saisir les opportunités dans le chaos ne signifie pas agir de manière irréfléchie ou précipitée. La clé est d'apprendre à discerner les opportunités réelles des pièges potentiels. Pour cela, il faut une évaluation attentive des risques, une capacité à peser les avantages et les inconvénients de chaque choix, et une volonté de prendre des décisions audacieuses lorsque cela est nécessaire. C'est ici que la connaissance de soi, abordée dans la partie précédente, joue un rôle fondamental. Si nous sommes conscients de nos propres capacités et de nos limites, nous serons mieux équipés pour juger quand il est opportun de saisir une occasion et quand il vaut mieux rester en retrait. La métaphore de l'eau utilisée par les anciens stratèges chinois illustre bien cette idée. L'eau s'adapte aux formes du terrain qu'elle rencontre. Lorsqu'elle coule sur des rochers, elle s'écoule en douceur autour d'eux, et lorsqu'elle rencontre un espace ouvert, elle s'y répand rapidement. De même, dans les périodes de chaos, il faut être fluide et flexible, capable de s'adapter aux changements imprévus. Ce n'est pas la rigidité ou la résistance qui permet de triompher, mais la capacité à embrasser l'incertitude et à se mouvoir avec agilité. À la fin, il est essentiel de comprendre que le chaos n'est pas nécessairement un ennemi, mais une réalité inévitable de la vie. Il est là, et il le sera toujours. Ceux qui essaient de l'éviter à tout prix peuvent se retrouver paralysés lorsqu'ils y sont confrontés, tandis que ceux qui apprennent à le voir comme une occasion de croissance peuvent en sortir non seulement indemnes, mais également transformés. La stratégie consiste donc à accepter le chaos, à y plonger sans crainte, à y détecter les opportunités qui échappent aux autres, et à les saisir avec détermination. C'est cela, le véritable esprit stratégique. 4. Le secret de la victoire. Le secret de la victoire réside dans une vérité fondamentale. Ceux qui gagnent ne le font pas par chance ou par hasard, mais parce qu'ils ont déjà triomphé dans l'ombre, bien avant que la bataille ne commence. Les guerriers victorieux gagnent d'abord, puis partent en guerre. Les guerriers vaincus partent en guerre d'abord, puis cherchent à gagner. Ce principe, tiré de l'art de la guerre, illustre parfaitement l'importance de la préparation et de la stratégie. La victoire n'est pas le fruit de l'improvisation, mais le résultat d'une planification minutieuse et d'une anticipation intelligente des éventualités. Ceux qui investissent du temps et des efforts pour bien se préparer seront toujours avantagés par rapport à ceux qui se lancent dans l'action sans réflexion préalable. Prenons l'exemple d'une compétition sportive, où la victoire d'un athlète est souvent le fruit de nombreuses heures de préparation physique et mentale. Un boxeur, par exemple, ne se contente pas d'entrer sur le ring en espérant qu'il sera plus fort ou plus rapide que son adversaire le jour du combat. Il étudie les mouvements de son opposant, se prépare à anticiper ses attaques,
et développe une stratégie adaptée à ses propres forces et faiblesses. Il passe des mois, voire des années, à s'entraîner pour affiner ses techniques, à améliorer sa condition physique et à travailler sur sa résistance mentale. En fin de compte, lorsqu'il se tient sur le ring, il n'est pas seulement prêt à se battre. Il a déjà gagné dans son esprit, car il a visualisé tous les scénarios possibles et s'est préparé à les affronter. Ce principe s'applique également au monde des affaires. Les entreprises prospères ne se contentent pas de réagir aux tendances du marché, elles les prévoient. Les grandes entreprises investissent massivement dans la recherche de marché, l'analyse des données et le développement de produits bien avant que leurs concurrents ne se réveillent. Prenons l'exemple d'Apple, qui a révolutionné le marché de la téléphonie avec l'iPhone. Avant son lancement en 2007, l'entreprise avait déjà identifié les limitations des téléphones existants et conçu un produit capable de combler ces lacunes. Ce n'était pas un hasard si l'iPhone a dominé le marché. Apple avait gagné la bataille des smartphones bien avant que celle-ci ne soit véritablement engagée, grâce à des années de recherche, de développement et de planification stratégique. Dans la vie quotidienne, le même principe s'applique. Considérez la préparation à un entretien d'embauche. Ceux qui réussissent sont ceux qui arrivent avec une connaissance approfondie de l'entreprise, qui comprennent les défis auxquels elle est confrontée et qui savent comment leurs compétences peuvent contribuer à surmonter ces défis. Ils ont anticipé les questions possibles et se sont préparés à répondre de manière convaincante. Cette préparation en amont leur donne un avantage certain par rapport aux candidats qui se contentent de se présenter en espérant que leur expérience suffira à les faire briller. De plus, cette démarche proactive montre aux employeurs que le candidat prend son avenir au sérieux et qu'il est prêt à investir les efforts nécessaires pour réussir. Pour les stoïciens, l'importance de la préparation est une leçon fondamentale. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « La chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité ». Cette citation souligne que ce que beaucoup considèrent comme de la chance ou du hasard est en réalité le fruit d'une préparation continue. Les stoïciens prônent l'idée d'une préparation mentale quotidienne, où l'on anticipe les difficultés et les défis de la journée afin de les affronter avec sérénité. Plutôt que d'espérer que tout se passe bien, ils s'entraînent à accepter que des obstacles surviendront inévitablement et à se préparer à y faire face avec force et sagesse. De cette manière, lorsque les difficultés apparaissent, ils ne sont pas surpris ni dépassés, mais prêts à agir de manière réfléchie. La planification et l'anticipation ne sont pas synonymes de rigidité. Elles doivent au contraire être flexibles, permettant d'adapter les stratégies en fonction des circonstances changeantes. Un stratège avisé comprend que, même avec la meilleure préparation, il reste des éléments qui ne peuvent pas être entièrement prévus. C'est pour cela qu'il est important de se préparer à l'imprévu, d'élaborer des plans alternatifs et d'être prêt à réévaluer sa stratégie lorsque les conditions évoluent. Le général Eisenhower, l'un des plus grands stratèges militaires du XXe siècle, disait « Les plans sont inutiles, mais la planification est indispensable ». En d'autres termes, il ne s'agit pas de suivre aveuglément un plan, mais d'avoir les ressources et la flexibilité nécessaires pour s'adapter aux situations nouvelles qui se présentent. Dans ce contexte, le concept de « gagner d'abord » prend un sens plus large. Il ne s'agit pas seulement d'être prêt sur le plan technique ou stratégique, mais aussi de se préparer mentalement et émotionnellement. Par exemple, dans un conflit ou une situation de négociation difficile, une personne qui s'est préparée mentalement à rester calme sous la pression aura un avantage considérable sur celle qui laisse ses émotions prendre le dessus. La victoire commence par la maîtrise de soi, par le développement d'une force intérieure qui permet de rester serein face à l'adversité. Cette attitude stoïcienne de résilience mentale renforce non seulement notre capacité à faire face aux défis, mais aussi notre aptitude à saisir les opportunités qui se présentent. En outre, la préparation va au-delà de l'anticipation des défis externes. Il s'agit également de cultiver ses compétences et d'améliorer continuellement ses capacités. Ceux qui réussissent dans la vie ne cessent jamais d'apprendre et de s'entraîner, même lorsqu'ils ne sont pas confrontés à des défis immédiats.
Ils comprennent que chaque moment de calme est une occasion de se préparer pour les tempêtes futures. Tout comme un marin expérimenté sait qu'il doit entretenir son bateau même lorsque la mer est calme, nous devons nous préparer pour les défis de la vie avant qu'ils ne se présentent. Cela signifie investir dans son développement personnel, élargir ses connaissances et renforcer ses compétences, afin d'être prêt à saisir les opportunités dès qu'elles se présentent. En conclusion, le secret de la victoire réside dans la préparation minutieuse, la planification stratégique et l'anticipation des éventualités. Ceux qui gagnent d'abord, avant même de se lancer dans la bataille, maximisent leurs chances de succès tout en réduisant les risques d'échec. Il ne s'agit pas simplement de réagir aux circonstances, mais de les créer, de les influencer et de les modeler en notre faveur. Pour y parvenir, il faut non seulement préparer le terrain, mais aussi cultiver la résilience et la flexibilité nécessaires pour s'adapter aux imprévus. 5. Vaincre sans combattre. La plus grande prouesse en stratégie, selon le précepte, soumettre l'ennemi sans combattre est l'apogée de la compétence, ne réside pas dans la force physique ou dans la violence, mais dans l'art de gagner sans même avoir à engager le combat. C'est l'approche la plus sophistiquée et la plus intelligente de la victoire. Faire en sorte que l'adversaire renonce à lutter ou accepte une solution favorable sans que la bataille n'ait lieu. Éviter l'affrontement direct, lorsqu'il n'est pas nécessaire, est la marque d'une sagesse profonde et d'une maîtrise inégalée. Pour atteindre ce niveau de compétence, il faut savoir manipuler les perceptions, influencer les décisions et affaiblir la volonté de l'autre, tout en restant calme et maître de soi. Dans l'histoire, de nombreux stratèges ont compris que les meilleures victoires ne sont pas celles obtenues par la force, mais celles obtenues par la ruse et la diplomatie. Un exemple frappant est celui de Sun Tzu, le célèbre général et philosophe chinois, qui a écrit L'Art de la guerre. Il affirmait que la meilleure guerre est celle qui n'a jamais lieu, car elle permet de préserver ses forces tout en atteignant ses objectifs. Il encourageait ses commandants à trouver des moyens d'affaiblir l'ennemi avant même que les combats n'éclatent, par la désinformation, la diversion, ou encore la création d'alliances pour isoler l'adversaire. L'idée est de rendre la confrontation inutile, ou à tout le moins, de la rendre aussi courte et décisive que possible. Dans le monde des affaires, ce principe se traduit par des stratégies visant à déstabiliser les concurrents avant qu'ils ne soient en position de nuire. Par exemple, une entreprise peut choisir d'innover de manière continue pour rendre les produits de ses concurrents obsolètes, les forçant ainsi à repenser leur stratégie ou à quitter le marché. Un autre moyen de soumettre les concurrents sans les affronter directement consiste à établir des partenariats ou des alliances qui isolent les rivaux, en les privant de ressources essentielles ou de canaux de distribution. Ainsi, l'entreprise parvient à renforcer sa position tout en affaiblissant ses adversaires sans avoir besoin de recourir à des pratiques agressives ou destructrices. Dans la vie quotidienne, il est aussi possible de soumettre les conflits potentiels sans entrer en confrontation directe. Pensez aux relations interpersonnelles. Un différend familial ou un conflit au travail peut souvent être résolu par la négociation, la compréhension mutuelle et la recherche de compromis. Parfois, il suffit d'écouter l'autre, de reconnaître ses préoccupations et de trouver une solution qui satisfait les deux parties pour désamorcer une situation tendue. En procédant ainsi, vous montrez que vous êtes capable de résoudre les problèmes de manière pacifique et efficace, sans que le désaccord ne dégénère en affrontement. Cette approche évite les dommages émotionnels et les pertes d'énergie, tout en établissant un climat de respect et de confiance. Le stoïcisme enseigne également l'importance de la maîtrise de soi pour éviter les conflits inutiles. Les stoïciens croyaient que la véritable force réside dans la capacité à rester serein et impassible face aux provocations, et à ne pas se laisser emporter par la colère ou les impulsions. Selon cette philosophie, il est souvent plus sage de reculer et de choisir ses batailles plutôt que de réagir impulsivement à chaque offense. La capacité à contrôler ses réactions permet non seulement de désamorcer les situations conflictuelles, mais aussi d'affaiblir l'adversaire en le privant de l'avantage émotionnel. En ne répondant pas aux provocations, vous forcez l'autre à se confronter à lui-même et à sa propre frustration,
ce qui peut l'amener à abandonner son intention de conflit. L'art de vaincre sans combattre se manifeste également dans le domaine politique et diplomatique. Les accords de paix, les traités et les négociations sont souvent le moyen par lequel les nations résolvent leurs différends sans recourir à la guerre. Par exemple, la crise des missiles de Cuba en 1962 a vu les États-Unis et l'Union soviétique éviter un affrontement nucléaire direct grâce à des négociations intenses. Les deux parties, bien qu'en désaccord profond, ont trouvé un compromis en retirant les missiles de Cuba et en Turquie respectivement, évitant ainsi une catastrophe. Cet épisode montre que même dans des situations de tension extrême, il est possible de désamorcer le conflit par la discussion et la concession stratégique. Pour ceux qui cherchent à appliquer ce principe dans leur propre vie, il est crucial d'apprendre à identifier les situations où la confrontation peut être évitée. Plutôt que d'aborder chaque défi de front, il peut être plus judicieux d'examiner les motivations de l'autre partie, de chercher à comprendre ses intérêts et de trouver des solutions qui satisfassent toutes les parties. Cette approche proactive permet non seulement de résoudre les conflits de manière plus harmonieuse, mais elle renforce également les relations à long terme, car elle favorise un climat de coopération plutôt que de compétition. Prenons le cas d'un manager confronté à un employé mécontent. Plutôt que de répondre par l'autorité et de risquer d'aggraver la situation, il peut choisir d'écouter l'employé, de reconnaître ses préoccupations et de négocier une solution qui réponde aux besoins de chacun. Cette approche non conflictuelle ne signifie pas que le manager cède à toutes les demandes, mais qu'il cherche à résoudre la situation sans confrontation inutile. En évitant le combat direct, il renforce la loyauté et la motivation de l'employé, tout en préservant l'harmonie de l'équipe. Un autre exemple est celui de la négociation commerciale. Plutôt que de rivaliser de manière agressive sur les prix, une entreprise peut décider de se différencier par la qualité de ses produits, le service à la clientèle ou des caractéristiques uniques. En choisissant de ne pas entrer en conflit sur le même terrain que ses concurrents, elle crée un avantage distinctif qui lui permet de séduire les clients sans se lancer dans une guerre des prix qui pourrait être préjudiciable pour tous. Cette stratégie permet de remporter des parts de marché tout en maintenant des marges bénéficiaires élevées. Vaincre sans combattre, c'est aussi savoir choisir ses priorités et ne pas s'épuiser dans des batailles inutiles. Dans la vie, il est facile de se laisser entraîner dans des disputes ou des rivalités qui n'apportent finalement aucun bénéfice réel. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons concentrer nos efforts sur ce qui dépend de nous et sur ce qui a une réelle importance. En se détournant des conflits futiles, on préserve son énergie pour les causes qui en valent vraiment la peine. La capacité à reconnaître ce qui mérite d'être poursuivi ou abandonné est une forme de sagesse stratégique qui conduit à une vie plus paisible et plus accomplie. La plus grande habileté en stratégie est de pouvoir soumettre l'adversaire sans verser une seule goutte de sang, en obtenant ce que l'on veut sans confrontation directe. Cette approche évite les pertes, réduit les tensions et permet d'atteindre ses objectifs avec plus d'élégance et d'efficacité. Elle exige une compréhension profonde des motivations humaines, un contrôle de soi et une capacité à influencer subtilement les décisions des autres. Ceux qui maîtrisent cet art sont capables de transformer leurs ennemis en alliés et de transformer les conflits en opportunités de coopération. 6. La fluidité dans l'action. La capacité à s'adapter aux circonstances changeantes est essentielle pour réussir, qu'il s'agisse de la guerre, des affaires ou de la vie quotidienne. Le principe selon lequel, tout comme l'eau n'a pas de forme constante, dans la guerre, il n'y a pas de conditions constantes illustre bien cette réalité. Les situations évoluent sans cesse, et ce qui était vrai hier peut devenir obsolète aujourd'hui. La rigidité est une faiblesse, car elle ne permet pas de réagir aux imprévus. Au contraire, la flexibilité et la fluidité dans l'action, à l'image de l'eau, permettent de contourner les obstacles, de s'ajuster à l'environnement et de tirer parti des opportunités qui se présentent. L'eau est l'exemple parfait pour illustrer la souplesse. Elle peut s'infiltrer dans les fissures les plus petites, s'écouler autour des rochers les plus imposants, ou encore se transformer en glace ou en vapeur selon les conditions. De la même manière,
Une personne qui fait preuve de flexibilité sait adapter son approche en fonction de la situation. Si un plan initial ne fonctionne pas, elle en modifie les contours, s'ajuste et trouve d'autres voies pour atteindre ses objectifs. C'est cette capacité d'adaptation qui fait la différence entre ceux qui échouent face à l'adversité et ceux qui trouvent toujours un moyen de réussir. L'histoire regorge d'exemples où la flexibilité a permis à des individus ou des groupes de triompher. Prenons l'exemple d'Alexandre le Grand, qui, lors de ses conquêtes, a souvent dû modifier ses stratégies pour s'adapter à des terrains inconnus et à des adversaires aux tactiques imprévisibles. Au lieu de s'en tenir rigidement à une méthode de combat, il a su ajuster ses troupes et ses stratégies en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque bataille. En adoptant des formations flexibles et en tirant parti des erreurs de ses ennemis, il a pu conquérir des territoires qui semblaient inaccessibles. Sa capacité à se comporter comme l'eau, à se mouvoir librement et à s'adapter à chaque situation, lui a permis de bâtir un empire qui s'étendait sur 3 continents. Ce principe d'adaptabilité s'applique également dans le monde de l'entreprise. Les entreprises qui survivent et prospèrent ne sont pas nécessairement celles qui ont les plus gros moyens financiers, mais celles qui sont capables de pivoter rapidement lorsqu'une crise survient ou que le marché évolue. Prenons l'exemple de Netflix. Initialement spécialisée dans la location de DVD par correspondance, l'entreprise a su anticiper la transition vers le streaming numérique. Au lieu de rester attachée à son modèle économique d'origine, elle a modifié sa stratégie et a su tirer parti des nouvelles technologies pour devenir l'un des leaders mondiaux du divertissement. Cette capacité à évoluer en fonction des besoins du marché a non seulement permis à Netflix de survivre, mais de s'imposer comme une référence dans son domaine. Dans notre vie personnelle, la fluidité dans l'action nous permet de gérer les imprévus de manière plus sereine. La rigidité émotionnelle, par exemple, peut être source de stress et de frustration. Une personne qui s'accroche à des plans stricts ou à des attentes rigides peut être bouleversée lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. En revanche, celui qui adopte une approche plus flexible, qui accepte que l'incertitude fasse partie de la vie, est mieux préparé à faire face aux changements inattendus. Par exemple, si un projet professionnel tombe à l'eau ou qu'une relation se termine, une personne flexible cherchera à rebondir rapidement en s'ouvrant à de nouvelles possibilités, plutôt que de rester figé dans la déception. Le stoïcisme, philosophie fondée sur la maîtrise de soi et l'acceptation des événements, enseigne l'importance de la flexibilité mentale. Les stoïciens prônaient l'idée que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais seulement la façon dont nous y réagissons. Face à une situation difficile, au lieu de lutter contre l'inévitable, il est plus sage de s'adapter, de trouver des moyens de tirer parti de ce qui est, plutôt que de rester focalisé sur ce qui aurait dû être. Cette capacité à embrasser le changement et à ajuster nos attitudes face aux circonstances est ce qui nous permet de naviguer les aléas de la vie avec une plus grande sérénité. L'un des moyens les plus efficaces de développer cette souplesse est de s'entraîner à envisager plusieurs scénarios possibles et à préparer des plans d'action alternatifs. Cela ne signifie pas qu'il faut anticiper tous les détails, mais plutôt avoir en tête différentes options en cas d'imprévu. Par exemple, un manager qui se prépare à une réunion importante pourrait avoir un plan principal, mais aussi prévoir des réponses aux objections potentielles ou des alternatives au cas où certains éléments du plan échoueraient. Cette préparation flexible permet de rester réactif et de s'adapter rapidement aux changements de circonstances, sans être pris au dépourvu. Dans le domaine sportif, la fluidité dans l'action est également cruciale. Les athlètes de haut niveau savent qu'il est essentiel de s'ajuster à la dynamique du jeu. Un joueur de basketball, par exemple, ne s'en tient pas rigidement à une stratégie s'il constate que l'équipe adverse a changé de tactique. Il modifie son jeu en conséquence, que ce soit en attaquant plus ou en renforçant la défense. La capacité à rester flexible et à s'adapter à la situation en temps réel est ce qui distingue souvent les grands champions des bons joueurs. De même, dans les arts martiaux, un combattant apprend à utiliser la force de son adversaire contre lui. Au lieu de s'opposer directement à une attaque, il redirigeait l'énergie de l'adversaire pour le déséquilibrer.
Cette approche illustre parfaitement l'idée de se comporter comme l'eau, contourner l'obstacle plutôt que de le frapper de front. La flexibilité ne signifie pas l'absence de principe ou d'objectif. Il ne s'agit pas de changer de direction à chaque difficulté rencontrée, mais d'être capable de modifier l'approche tout en restant concentré sur le but à atteindre. Tout comme l'eau suit toujours la pente la plus favorable tout en poursuivant son chemin vers l'océan, la personne flexible sait ajuster son parcours en fonction des circonstances tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales et à ses objectifs finaux. Cette capacité à adapter la méthode tout en restant fidèle au but est ce qui permet de surmonter les obstacles sans se détourner de sa voie. Pour réussir à adopter cette fluidité dans l'action, il est utile d'accepter que le changement est une constante de la vie. Tout comme les saisons changent, les opportunités et les défis fluctuent, et ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne pas fonctionner demain. En cultivant une mentalité ouverte et en embrassant l'incertitude, nous pouvons apprendre à percevoir le changement non pas comme une menace, mais comme une opportunité d'évolution. Ce sont ceux qui acceptent de s'adapter à ce flux perpétuel qui sont capables de tirer parti des circonstances pour grandir et prospérer. La fluidité dans l'action est une qualité précieuse qui nous permet de naviguer à travers les défis avec agilité et efficacité. Elle exige une attitude ouverte, une capacité à se réinventer et un engagement à rester fidèle à ses objectifs tout en étant prêt à changer d'approche. La flexibilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous permet de transformer les obstacles en opportunités et de rester en mouvement, même lorsque les conditions deviennent imprévisibles. En terminant ce voyage à travers les principes de la stratégie et de la sagesse, il est clair que l'art de gagner dans la vie réside dans l'équilibre entre la préparation, l'adaptation, la maîtrise de soi et la capacité à éviter les confrontations inutiles. Si nous apprenons à manier ces principes avec soin, nous pouvons non seulement surmonter les défis qui se dressent sur notre chemin, mais aussi utiliser chaque situation pour grandir et évoluer. La stratégie, qu'elle s'applique à la guerre ou à la vie quotidienne, repose sur la compréhension fine des dynamiques en jeu et la capacité à s'adapter aux circonstances, toujours changeantes. Comme nous l'avons vu tout au long de ce discours, elle demande une combinaison d'intelligence, de préparation minutieuse et de subtilité dans l'action. La rigidité est un piège et la souplesse, une force. Il faut savoir quand frapper et quand se retirer, quand être ferme et quand fléchir. Mais au-delà de ces qualités, la véritable base de la stratégie est la connaissance de soi. En apprenant à nous connaître, à reconnaître nos forces et nos faiblesses, nous nous donnons les moyens de maîtriser non seulement les situations extérieures, mais aussi nos propres émotions et réactions. C'est là que se trouve la plus grande des victoires, la maîtrise de soi. Les principes abordés ici, qu'il s'agisse de soumettre l'adversaire sans combattre ou de rester fluide dans l'action, nous rappellent qu'une stratégie efficace ne se résume pas à des manœuvres techniques ou à des tactiques rigides. Elle doit être ancrée dans une philosophie de vie qui valorise l'équilibre entre la préparation et l'adaptation, entre la force et la finesse. Tout comme le vent qui sait être rapide et imprévisible, ou la montagne qui reste inébranlable face aux tempêtes, nos actions doivent être à la fois souples et résolues, nous permettant d'avancer avec une précision redoutable. Lorsque nous adoptons cette approche, nous ne cherchons pas seulement à l'emporter sur les autres, mais à nous améliorer continuellement, à transformer chaque défi en occasion d'apprendre et de grandir. Ce discours n'est pas seulement un appel à la préparation et à l'action stratégique, mais aussi un rappel fondamental. La plus belle victoire est celle que l'on remporte en gardant la paix intérieure et en cultivant des relations harmonieuses avec les autres. Il ne s'agit pas de triompher à tout prix ou de chercher la confrontation à chaque occasion, mais de savoir choisir ses batailles avec sagesse et de préférer, lorsque cela est possible, la négociation et la coopération à l'affrontement direct. C'est ainsi que l'on peut préserver sa propre paix tout en favorisant celle des autres. La véritable stratégie consiste à éviter les conflits inutiles, à éviter les pièges de l'ego, et à se concentrer sur ce qui importe vraiment. Pour tous ceux qui aspirent à vivre selon ces principes et à les appliquer dans leur vie, il est crucial de cultiver la sagesse, d'affiner ses compétences et de continuer à s'améliorer. C'est en intégrant ces leçons dans notre quotidien que nous pourrons évoluer, non seulement sur le plan personnel,
mais aussi en inspirant les autres à faire de même. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce discours et souhaitez approfondir ces enseignements, n'oubliez pas de soutenir la chaîne Sagesse en Évolution. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui pourraient en bénéficier et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer la voie de la sagesse et de la stratégie et à évoluer dans notre quête de la maîtrise de soi et de la véritable victoire.